Puis ça m'a vraiment frappé. Je suis sur la Lune. Je suis sur la Lune, avec toute l'excitation, l'émerveillement, le frisson et l'aventure que cela représente. Pour ceux qui ne le savent pas, les personnes qui sont allées sur la Lune ont ressenti des sensations inhabituelles qui ont affecté leur corps physique. Leur état mental et émotionnel a également été affecté. En d'autres termes, ce qu'ils ont traversé n'était vraiment pas facile. Mais la question est, que s'est-il réellement passé ? Comment sont-ils arrivés sur la Lune et comment sont-ils revenus ? C'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous. Merci beaucoup et maintenant, commençons. En fait, il semble presque impossible d'imaginer aujourd'hui que des gens, à l'époque, sont volontairement montés dans une machine qui avait de grandes chances de les tuer. Mais c'est exactement ce qu'ont fait les astronautes de la mission Apollo. Aux yeux du monde, c'était un grand succès pour l'humanité. Mais derrière les caméras, les drapeaux et les applaudissements, c'était une mission extrêmement dangereuse où chaque seconde pouvait tourner à la tragédie. 12 personnes ont déjà marché sur la Lune. Encore plus surprenant, chacun est monté à bord d'un vaisseau spatial dont même certains ingénieurs de l'époque doutèrent de la capacité à les ramener en sécurité. Ils ont traversé un rayonnement intense que la science ne comprenait pas vraiment à cette époque. Ils ont atterri dans un endroit sans air, brûlant sous le soleil, glacial dans l'obscurité et capable de tuer un homme de nombreuses façons. Et le plus effrayant, la moindre erreur, un fil défectueux, une petite fuite ou un simple mauvais calcul, et ils risquaient de ne jamais pouvoir revenir sur Terre. En réalité, de nombreux anciens astronautes ont dit que la chance a aussi joué un rôle dans le succès des missions Apollo. Oui, les ingénieurs de la NASA étaient très compétents. Mais parfois, ils avaient l'impression que tout leur projet ne tenait qu'à du papier aluminium, du ruban adhésif et des prières. Il y a même des astronautes qui sont revenus avec des séquelles permanentes. Certains ont aussi eu des problèmes aux yeux et au cœur après de nombreuses années. Et il y en a aussi qui ne sont jamais vraiment rentrés chez eux. Voici l'histoire de l'une des missions les plus dangereuses de l'histoire de l'humanité. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, avant même qu'un seul équipage d'Apollo n'atteigne l'espace, 3 astronautes étaient déjà morts. Le 27 janvier 1967, Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee étaient à bord du module de commande Apollo 1. Ils étaient au sommet de la fusée Saturn 1B à Cap Kennedy. Ce n'était pas encore un vrai lancement, c'était seulement un test d'entraînement. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la fusée n'avait pas encore de carburant à ce moment-là. Mais à l'intérieur de la capsule, il y avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas remarqué à l'époque. Elle était remplie d'oxygène pur. Au début, cela semblait tout à fait normal pour la NASA. Ils l'avaient déjà utilisé lors des missions Mercury et Gemini sans aucun problème. Mais il y a un grand danger dans un environnement à oxygène pur. Lorsqu'il y a trop d'oxygène dans un espace clos, même des matériaux ordinaires deviennent comme de l'essence. Le velcro, qui n'est normalement qu'une simple bande auto-agrippante, devient soudainement comme de la poudre à canon lorsqu'il brûle. Même l'aluminium peut s'enflammer. Un simple tissu peut s'enflammer à cause de la chaleur d'un fil électrique, comme cela s'est produit ici à cause d'une étincelle d'un fil défectueux. Normalement, cela aurait été un petit incident. Mais comme la cabine était remplie d'oxygène, en quelques secondes seulement, le feu s'est propagé dans toute la capsule. L'intérieur de la capsule Apollo est soudainement devenu un enfer. L'équipage a essayé d'ouvrir l'écoutille. Mais il y avait un autre gros problème. La porte s'ouvrait vers l'intérieur. Et à mesure que le feu s'aggravait, la pression à l'intérieur de la cabine augmentait aussi. À cause de cela, il était presque impossible d'ouvrir l'écoutille de l'intérieur. Les 3 astronautes ont été piégés. Selon l'enquête, ils étaient peut-être encore en vie pendant environ 15 à 30 secondes alors que le feu dévorait la capsule. Personne n'a pu sortir. Et ce qui est encore plus douloureux, c'est que Gus Grissom se plaignait de cette écoutille depuis longtemps. Depuis longtemps, il disait déjà que c'était dangereux en cas d'urgence. Il a aussi prononcé une autre phrase célèbre alors qu'il était frustré lors des tests plus tôt dans la journée. Selon Gus Grissom, comment pouvons-nous aller sur la Lune si nous ne pouvons même pas communiquer correctement alors que nous sommes seulement dans 3 bâtiments différents ? Et il ne savait pas que c'était l'un des derniers jours de sa vie. La dernière chose qu'ils ont entendue depuis la capsule, c'était des cris. Les missions Apollo n'avaient pas commencé, mais elles avaient déjà coûté la vie à des hommes. À cause de cette tragédie, la NASA a été obligée de revoir presque entièrement la conception du vaisseau spatial Apollo. Ils ont remplacé la trappe, désormais conçue pour s'ouvrir rapidement vers l'extérieur en cas d'urgence.
Ils ont retiré de nombreux matériaux inflammables de la cabine et cessé d'utiliser l'oxygène pur tant que le vaisseau était sur la rampe de lancement. Ils l'ont remplacé par un mélange d'oxygène et d'azote jusqu'à atteindre l'orbite. En d'autres termes, la mort de l'équipage d'Apollo en a permis de rendre les missions suivantes plus sûres. Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee. Ils ont payé le prix pour permettre aux futurs astronautes d'Apollo de survivre. Jusqu'à aujourd'hui, leurs noms sont toujours gravés sur le Launch Complex 34, l'endroit où l'incendie s'est produit. Et après la tragédie, cette rampe de lancement n'a plus jamais été utilisée, en ce qui concerne la fusée Saturn V. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'une des machines les plus puissantes jamais créées par l'homme. Elle mesure près de 36 étages de haut, elle contient près de 6 millions de livres de carburant. Et sa puissance de sa poussée, c'est comme si plus de 80 barrages Hoover fonctionnèrent en même temps. Mais ce que les documentaires ne disent pas souvent, c'est que chaque astronaute d'Apollo était littéralement assis au-dessus d'une énorme bombe chimique. Le premier étage de la fusée contenait du kérosène et de l'oxygène liquide. Et si leur mélange était mal fait, toute la fusée pouvait exploser comme une petite arme nucléaire. En plus de cela, selon certains ingénieurs de l'époque, si la fusée Saturn V subissait une grave défaillance, les chances de survie de l'équipage étaient presque nulles. Cela signifie que si la fusée explosait, c'était fini. Dans la plupart des accidents possibles, les astronautes n'avaient pas de véritable plan d'évacuation. Oui, ils appelaient cela la tour de sauvetage. C'est cette petite tour au-dessus du module de commande qui pouvait tirer la capsule loin si la fusée explosait au début du lancement. En théorie, cela pouvait sauver l'équipage. Mais en réalité, cela n'a jamais été testé lors d'une véritable urgence avec des personnes à l'intérieur. Et après quelques minutes après le lancement, ils n'avaient non plus de plan de secours. Si quelque chose tournait mal au milieu de l'ascension, ils devaient se débrouiller pour survivre. En d'autres termes, tout le programme Apollo à l'époque ressemblait à un énorme pari avec des vies humaines bien réelles. Et parfois, ils étaient vraiment tout près de mourir. Comme ce qui s'est passé avec Apollo 12 alors que la fusée montait hors de l'atmosphère terrestre, elle a soudainement été frappée par la foudre. Pas une fois, mais 2 fois. En quelques secondes, les systèmes électriques de la fusée sont devenus chaotiques. L'ordinateur de guidage s'est éteint et des données critiques ont disparu du cockpit. La mission a failli être perdue. Au centre de contrôle, c'était la panique. Les ingénieurs ne savaient pas quoi faire immédiatement. Mais il y avait un jeune contrôleur de vol nommé John Aaron. Il n'avait que 24 ans à l'époque. Et au milieu du chaos, il s'est souvenu d'une vieille anomalie de test datant de l'année précédente. Il a soudainement dit à l'équipage « Basculez SCE sur AEX ». Le problème, c'est que presque personne ne savait vraiment à quoi servait cet interrupteur. Même le commandant d'Apollo 12 n'était pas sûr non plus. Mais comme il n'avait plus le choix, il l'a quand même actionné. Et miraculeusement, les systèmes sont revenus en ligne. La mission est soudainement redevenue stable. Si John Aaron avait été absent ce jour-là, il était probable que Apollo 12 se serait terminé en seulement 2 minutes après le lancement. Et ce n'est pas tout, il n'était même pas encore dans la partie la plus dangereuse. Parce qu'une fois que tu as quitté l'atmosphère de la Terre, c'est là que le vrai danger commence. La Terre a en effet un bouclier invisible. C'est un champ magnétique qui bloque la plupart des particules nocives venant de l'espace. Toutes les personnes sur Terre sont protégées par ce bouclier toute leur vie. Mais les astronautes d'Apollo, ce sont les seuls à être vraiment sortis de cette protection. Quand ils ont traversé la magnétosphère de la Terre, ils ont été directement exposés à quelque chose que presque personne ne comprenait vraiment à l'époque. Et ce sont les rayons cosmiques galactiques. Et ce n'est pas un simple rayonnement ordinaire. Ces rayons cosmiques sont des particules atomiques qui voyagent presque à la vitesse de la lumière. On pense que certains d'entre eux proviennent de l'explosion d'étoiles mourantes dans des régions lointaines de l'univers. Et quand cela frappe le corps humain, il ne s'agit pas simplement d'une exposition aux radiations. C'est comme une balle qui traverse la chair. Mais la balle est aussi petite qu'un atome. Cela perce directement l'ADN, les cellules cérébrales, le muscle cardiaque ainsi que les nerfs optiques de l'œil. Alors que les équipages d'Apollo voyagent tranquillement vers la Lune, ils remarquent quelque chose d'étrange. Même les yeux fermés, ils voient d'un coup des éclairs de lumière. Parfois cela ressemble à une ligne, parfois à une petite explosion de lumière. Certains disent même que c'est comme des feux d'artifice à l'intérieur de leurs yeux. Et le plus effrayant, c'est qu'on ne les avait pas prévenus à ce sujet. Même la NASA à l'époque ne savait pas ce que c'était.
Ils ont fini par découvrir que ces flashs étaient en fait des rayons cosmiques qui passaient littéralement à travers leurs globes oculaires, leurs rétines et l'intérieur de leur tête, ces particules atomiques traversant tout. Chaque flash qu'ils voyaient était une particule voyageant presque à la vitesse de la lumière en traversant leur corps. Cela signifie que pendant qu'ils étaient dans l'espace, c'était comme s'ils étaient constamment tirés dessus par des balles invisibles qu'ils ne pouvaient ni voir ni arrêter. Selon l'équipage d'Apollo 11, ils voyaient presque un flash à quelques minutes d'intervalle pendant qu'ils étaient éveillés. Et comme la mission durait 1 semaine, cela représentait des centaines de particules qui traversaient leur cerveau et leur corps. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que le corps humain n'a aucune défense naturelle contre ce type de radiation. Car dans l'histoire de la vie sur Terre, cela n'a jamais été nécessaire. Toutes les créatures vivantes sur cette planète comptent toujours sur le bouclier magnétique de la Terre pour les protéger. Seuls les astronautes d'Apollo sont les personnes qui ont vraiment essayé de voir ce qui se passerait. Lorsque tu sors de la protection naturelle de la Terre et que tu t'approches de la Lune, tout devient encore plus dangereux. Le module lunaire, ou plus connu sous le nom de LEM, est le vaisseau spatial utilisé pour descendre de l'orbite jusqu'à la surface de la Lune. Et étonnamment, c'est l'un des véhicules les plus fragiles jamais construits par l'homme. Sa structure est très fine, faite en aluminium. À certains endroits, il paraît que c'est presque aussi fin que quelques feuilles de papier aluminium superposées. Selon certains ingénieurs, il y a même des parties qu'on pourrait percer avec un simple crayon. C'est dire à quel point c'était fin. L'entreprise qui l'a fabriqué, Grumman, a retiré presque tout ce qui pouvait être enlevé dans le design pour économiser du carburant. Chaque gramme de poids compte. Ainsi, tout ce qui n'était pas strictement nécessaire a été retiré, dont le blindage supplémentaire contre les radiations. Pendant que les astronautes étaient dans l'espace profond, le module lunaire offrait presque aucune protection contre les radiations mortelles. Même ces fenêtres n'ont pas été conçues pour être esthétiques. Leur forme triangulaire a été choisie parce qu'elles sont plus petites et plus légères. Il n'y avait pas de vrai siège lors de la descente vers la Lune. Les astronautes restaient debout pour éviter d'alourdir l'engin. Plus étonnant, il n'y avait pas de toilette. Le module lunaire, y compris son train d'atterrissage, était conçu pour être endommagé à chaque atterrissage et s'effondrer un peu afin d'absorber l'impact. Cela signifie qu'à chaque atterrissage sur la Lune, le véhicule subissait immédiatement des dommages permanents. Si cela avait été fait sur un avion normal, ici sur Terre, il est probable qu'on ne l'aurait pas autorisé à revoler. Mais pour la mission Apollo, c'était normal. Et pendant qu'ils étaient sur la surface de la Lune, il y avait un autre danger qui pouvait les tuer instantanément. Éruption solaire. Si une grande éruption solaire s'était produite pendant qu'ils étaient sur la surface lunaire, la mission aurait été terminée immédiatement. Pas d'avertissement, pas d'abri, pas de protection. En moins d'1 heure, les 2 astronautes à l'intérieur du LEM pouvaient recevoir une dose mortelle de radiation, et la NASA le savait. C'est pourquoi ils surveillaient le Soleil tous les jours pendant les missions Apollo. Et pour être honnête, ils ont juste eu de la chance. Pendant près de 3 ans et demi de mission Apollo, aucune grande tempête solaire n'a frappé pendant que l'équipage était en dehors du bouclier magnétique de la Terre. Parce que si cela s'était produit, il est probable que des astronautes seraient morts sur la Lune. Il y a eu une tempête solaire en août 1972. Cela s'est produit 4 mois après le retour d'Apollo, 16 et 4 mois avant le lancement d'Apollo 17. Et selon les études, si des astronautes avaient été frappés par ce genre de tempête solaire alors qu'ils étaient sur la surface lunaire, ils n'auraient eu aucune chance de survivre. Ce n'est pas la technologie qui les a sauvés à l'époque, mais le timing. Et pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin s'approchaient de la mer de la Tranquillité, le 20 juillet 1969, soudain l'ordinateur de bord a commencé à afficher des erreurs. Les codes 1201 et 1202 sont apparus. En bref, l'ordinateur était surchargé de travail. Il commençait à bugger à cause de la surcharge. À Houston, un ingénieur de 26 ans nommé Steve Bales devait prendre une décision immédiate. Il n'avait qu'environ 15 secondes pour choisir s'il fallait poursuivre l'atterrissage ou l'annuler. Et sous la pression extrême de ce moment, il a autorisé la poursuite. Mais le problème ne s'est pas arrêté là. Alors que le module lunaire Eagle descendait, Neil Armstrong a remarqué qu'il se dirigeait directement vers un immense champ de rochers. La zone était aussi grande qu'un stade de football, et les rochers étaient aussi gros qu'une voiture. S'il touchait cette zone, il y aurait probablement un crash immédiat. Alors Armstrong a pris le contrôle manuel. Pendant qu'il cherchait un endroit sûr pour atterrir, le carburant continuait de diminuer. Et pendant que le monde entier regardait la télévision, leur temps restant s'épuisait peu à peu.
Lorsque l'Eagle a finalement atterri sur la Lune, il ne restait plus qu'environ 17 secondes de carburant. 17 secondes, un petit retard de plus. Et ils auraient tant dû annuler la mission. S'il avait dépassé la limite de sécurité du carburant en cherchant encore une zone d'atterrissage, ils auraient pu s'écraser et exploser à la surface de la Lune. Et pendant que tout cela se passait, la Maison-Blanche avait déjà préparé un discours, dans l'éventualité où il ne pourrait pas revenir. Le président Richard Nixon lui-même avait déjà approuvé le discours d'urgence rédigé par William Safar. Son titre était « En cas de catastrophe lunaire ». Le discours était destiné à la situation où Armstrong et Aldrin resteraient coincés sur la Lune jusqu'à leur mort. Peu à peu, ils manqueraient d'en seaux d'oxygène ou de nourriture, pendant que le monde entier écouterait. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que cela a failli vraiment arriver. Lors d'une autre mission Apollo, il y a eu une panne du moteur d'ascension. Et ce qui devait arriver, arriva. Il s'agit du moteur d'ascension du module lunaire. Si le moteur ne fonctionnait pas, il ne pourrait pas quitter la Lune. Il serait définitivement bloqué là-bas. Et tu sais comment ils ont réparé ça? Juste avec un feutre. L'astronaute a littéralement inséré un marqueur dans le contact défectueux pour rétablir le contact de l'interrupteur. Et miraculeusement, le moteur a démarré. Et grâce à cela, ils ont pu rentrer sur Terre. Voilà à quel point les missions Apollo étaient dangereuses. Parfois, ce n'était pas la technologie avancée qui les sauvait, mais l'improvisation, le ruban adhésif et beaucoup de chance. Honnêtement, on dirait que tout le programme Apollo n'a survécu que grâce à la capacité humaine à improviser en situation d'urgence. Parfois, ce n'étaient pas les ordinateurs avancés qui les sauvaient, mais la rapidité de réflexion alors qu'il ne restait que quelques secondes avant la catastrophe. Et aucune mission ne montre cela mieux qu'Apollo 13. À la base, c'était la 3e mission qui devait faire atterrir des hommes sur la Lune. Mais au lieu de cela, c'est devenu l'une des histoires de survie les plus dangereuses de l'histoire de l'exploration spatiale. Alors que le vaisseau spatial se trouvait à près de 200 000 miles de la Terre, un réservoir d'oxygène a soudainement explosé. En un instant, le module de commande a été endommagé, et la simple mission lunaire est devenue une lutte désespérée pour la survie. 3 astronautes sont restés piégés dans l'espace pendant 4 jours. Et pire encore, ils ont été forcés de vivre dans le module lunaire qui n'était conçu que pour 2 personnes. Cela signifie qu'il y avait très peu d'espace. Les ressources étaient insuffisantes. Et ils commençaient peu à peu à manquer d'air pur. L'un de leurs plus gros problèmes à l'époque était le dioxyde de carbone. À mesure que l'équipage respirait, son niveau montait dans la cabine. S'il devenait trop élevé, il serait lentement empoisonné vivant. Il y avait bien des épurateurs de dioxyde de carbone dans le module lunaire pour purifier l'air, mais il y avait un gros problème. La forme des filtres du module de commande n'était pas compatible. Les conceptions étaient différentes. C'est comme essayer d'insérer un objet carré dans un trou rond, et s'ils ne parviennent pas à résoudre ce problème, ils mourront tous. Alors les ingénieurs de la NASA à Houston ont imaginé une solution improvisée en utilisant uniquement les objets que l'équipage avait à bord. Un sac plastique, du carton de la couverture du plan de vol et du ruban adhésif. Dans l'espace, les astronautes suivaient les instructions verbales venant de la Terre pour fabriquer leur adaptateur. C'était comme un projet de bricolage, mais leur vie en dépendait. Ils ont appelé ça la boîte aux lettres, et miracle, ça a marché. L'air dans la cabine a de nouveau été purifié. Bien qu'ils aient été sauvés, ils n'étaient pas hors de danger. L'intérieur du vaisseau refroidissait de plus en plus. La température est descendue à environ 3 degrés Celsius. Ils étaient presque en train de geler à l'intérieur. C'était pour économiser le peu d'énergie qu'il leur restait. Ils ont aussi réduit leur consommation d'eau. À cause de cela, tout l'équipage a souffert d'une grave déshydratation. Fred Ice a même eu une infection rénale qui a duré plusieurs semaines après leur retour sur Terre. Donc, pendant ce temps, Jack Swigert, pilote du module de commande, a rejoint la mission à la dernière minute, car le membre d'équipage initial avait été exposé à la rubéole. Il calculait manuellement les corrections de navigation, sans calculatrice avancée, seulement avec une règle à calcul et une montre, tandis que la plupart des systèmes du vaisseau étaient presque éteints. Et pendant que le vaisseau flottait lentement dans l'espace, ils cherchaient désespérément un moyen de rentrer chez eux. Et finalement, ils sont revenus. Mais selon Tim Lovell, Fred Ice et Jack Swigert eux-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore étonnés d'avoir survécu à cette mission. Plus tard, la NASA a appelé cela Apollo 13 comme un échec réussi. Mais il y a une chose que les gens oublient souvent dans cette expression. Presque tous les systèmes des missions Apollo étaient identiques. Les mêmes réservoirs d'oxygène, le même design, la même technologie. Cela veut dire que n'importe quelle mission aurait pu devenir Apollo 13. La question n'était pas si cela arriverait, mais simplement quand. Et même après avoir survécu à tout cela, il leur restait encore un dernier défi, le retour sur Terre.
Parce que revenir de la Lune, c'est aussi l'une des parties les plus dangereuses de toute la mission. Lorsque la capsule Apollo rentre à nouveau dans l'atmosphère, elle atteint plus de 24 500 miles à l'heure à une telle vitesse, l'air autour de la capsule s'embrase presque. L'air devant le vaisseau spatial est tellement comprimé qu'il se transforme en plasma. Le gaz surchauffé atteint environ 2700 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre de l'acier. Leur seule protection, un bouclier thermique qui brûle progressivement pendant leur retour sur Terre. Il a été conçu pour brûler couche par couche afin d'éloigner la chaleur de la capsule. Mais il y a un hic. Si l'angle de leur entrée dans l'atmosphère est même légèrement incorrect, ils sont morts. Si l'angle est trop raide, la capsule brûlera. Mais si l'angle est trop faible, ils rebondiront hors de l'atmosphère comme une pierre qui ricoche sur l'eau. Et si cela arrive, ils dériveront dans l'espace jusqu'à ce qu'ils manquent en oxygène. Le bon angle d'entrée est extrêmement étroit. Selon certains ingénieurs, c'est comme essayer d'enfiler un fil dans un panier de basket depuis 160 km de distance dans l'obscurité, tout en étant en train de brûler. Et pendant la partie la plus chaude de la rentrée, il se passe encore quelque chose de terrifiant pour la capsule. Toutes les communications sont perdues à cause du plasma autour du vaisseau spatial. Tous les signaux radio sont bloqués pendant plusieurs minutes. Le centre de contrôle de la mission n'a aucune idée si l'équipage est encore en vie ou si le vaisseau s'est complètement désintégré. Et à l'intérieur de la capsule, les astronautes voient le plasma orange et rose flamboyant à l'extérieur de la fenêtre. Ils disent que c'est comme s'ils étaient à l'intérieur d'un immense four. Et à ces moments-là, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas demander de l'aide. Ils ne peuvent pas changer de direction. Ils doivent juste espérer que les calculs sont corrects et qu'ils ne brûleront pas en rentrant sur Terre. À ces moments-là, alors qu'ils reviennent sur Terre, ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils n'ont d'autre choix que d'attendre pour savoir si le bouclier thermique pourra supporter la chaleur extrême, attendre pour voir s'ils se réveilleront après la coupure radio et attendre pour savoir s'ils rentreront vivants. Mais même pour les astronautes qui sont revenus, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conséquences à leur voyage sur la Lune, car il y a des effets qui ne sont pas immédiatement visibles. En 2016, une étude a été menée par le docteur Michael Delp de l'Université d'État de Floride. Ils ont examiné la cause de la mort des astronautes d'Apollo qui sont allés dans l'espace profond et l'ont comparée à celle des astronautes qui ne sont allés qu'en orbite basse terrestre, ainsi qu'à celle des astronautes qui n'ont jamais volé. Et il y a eu un résultat surprenant. Les astronautes d'Apollo, les seules personnes à être réellement sorties de la protection magnétique de la Terre, sont morts de maladies cardiovasculaires à un taux plus de 4 fois supérieur à celui des autres astronautes. Et plus étrange encore, le même effet n'a pas été observé chez les astronautes qui ne faisaient que tourner en orbite terrestre. Selon l'étude, il est possible que le rayonnement de l'espace profond ait lentement endommagé les cellules de leur vaisseau sanguin. Les dégâts ne sont pas soudains, mais lents, progressifs. Il a peut-être fallu des décennies pour que les effets se manifestent pleinement. Alan Shepard, le premier Américain dans l'espace et la 5e personne à avoir marché sur la Lune, est mort d'une leucémie. Jim Irwin, lors de la mission Apollo 15, a déjà souffert d'arythmie cardiaque alors qu'il était encore sur la Lune, et 1 an après son retour sur Terre. Il a eu sa première crise cardiaque en 1991. Il est mort d'une dernière crise cardiaque à l'âge de 61 ans. Ed Mitchell. Ed Mitchell d'Apollo 14 est décédé en 2016, et Neil Armstrong. Il est mort des suites de complications d'une chirurgie cardiaque en 2012. Jusqu'à présent, les scientifiques en débattent encore. Si ces effets sont vraiment dus aux radiations dans l'espace profond, il est difficile de tirer une conclusion définitive car la taille de l'échantillon est très petite, seulement 24 personnes, dans toute l'histoire, ceux qui sont réellement sortis de l'orbite terrestre basse. Et seulement 12 ont marché sur la Lune. Le nombre est trop faible pour donner une réponse certaine. Mais une chose est sûre, ces 12 hommes qui ont marché sur la Lune, ils ont été exposés à des radiations de l'espace profond bien plus intenses que n'importe qui avant ou après eux, et quels qu'aient été les effets de cela. C'est sur leur corps que la science a appris, mais ce n'est pas seulement le corps qui a été affecté par les missions Apollo, l'esprit aussi. Et parfois c'est encore plus difficile à mesurer. Au retour de Buzz Aldrin sur Terre, il est tombé dans une profonde dépression et l'alcoolisme. Plus tard, il a écrit que revenir de la Lune était plus difficile que d'y aller. Parce qu'après avoir vu la Terre depuis l'espace, beaucoup de choses ici sur Terre lui semblaient petites et insignifiantes. Charles Duke a également ressenti la même chose.
De son côté, Edgar Mitchell a vécu une expérience spirituelle et psychologique intense alors qu'il rentrait de la Lune. Selon lui, il a senti comme une connexion avec tout l'univers. Il a consacré le reste de sa vie à essayer de comprendre cette expérience. Finalement, il a quitté la NASA et il a fondé un institut pour étudier la conscience et l'esprit humain. En bref, les personnes qui avaient marché sur un autre monde revenaient sur Terre, comme si une partie d'elles-mêmes y était restée. C'est comme s'ils n'étaient jamais vraiment revenus à leur ancienne vie. Parce qu'en réalité, ils sont allés dans un endroit qui n'a jamais vraiment été fait pour l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, on se souvient d'Apollo comme d'un grand succès. Et c'est vrai. Mais souvent, c'est la seule version que la plupart des gens entendent. C'est cette histoire bien propre. Les drapeaux sur la Lune, les empreintes de pas, les balles de golf frappées par Alan Shepard. C'est la version qu'on enseigne à l'école. Mais la véritable histoire. 24 personnes ont littéralement pris place sur une boule de feu pour partir dans le vide spatial que presque personne ne comprenait à l'époque. Ils sont allés sur un rocher où aucun homme n'était jamais allé, avec un vaisseau spatial fait presque entièrement de fines feuilles d'aluminium et d'ingénierie de fortune, alors que les radiations traversaient encore leurs yeux et leur corps. La véritable histoire. Il y a des astronautes qui ont vu leurs amis brûler vifs, avant même que le programme ne commence, et c'est la véritable histoire. La raison pour laquelle 12 astronautes ayant marché sur la Lune sont revenus de la Lune, c'est simplement parce qu'aucune erreur ne s'est produite au mauvais moment. Aucune éruption solaire n'a eu lieu au mauvais moment. Aucun interrupteur critique n'est resté défectueux quelques minutes de plus. Aucun incendie ne s'est déclaré pendant qu'ils étaient dans l'espace profond. En d'autres termes, on a juste eu de la chance. 12 personnes ont marché sur la Lune. Et c'est un miracle qu'ils soient tous revenus. Et la prochaine fois que l'humanité essaiera de s'éloigner de la Terre, on ne pourra plus compter uniquement sur la chance. Le module lunaire fragile ne suffira plus. Les réparations improvisées avec un stylo et du ruban adhésif toilé ne suffiront plus. La prochaine génération de vaisseaux spatiaux sera plus prudente, parce que maintenant nous savons des choses que les missions Apollo ignoraient à l'époque. La Lune n'est pas simplement une destination, c'est un endroit qui peut t'autoriser à lui rendre visite. Et si elle le veut, elle peut aussi refuser de te laisser rentrer chez toi. Elle peut